Entreprendre, c'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. Peridaisa, Spa, Francorchamps, Bridgestone, Elia. C'est le manga, mais en fait pour téléphone. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans l'entrepreneuriat. Et si vous ne travaillez pas avec moi, votre truc ça marchera pas parce que je vais vous écraser. Ça aurait été une catastrophe. Salut tout le monde, bienvenue dans Snack. Aujourd'hui, on est avec Maxime Deuze. Il est développeur, entrepreneur. Il a développé avec son frère jumeau énormément d'applications de sites internet pour des grandes marques. On commence direct avec lui. Mais d'abord, abonnez-vous et n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça nous aidera bien. Maxime, bonjour. Enchanté de t'accueillir sur ce plateau. Pareillement. On va parler donc d'énormément de sujets, de Deuze évidemment. Deuze, c'est quoi? Alors Deuze, c'est une société de développement informatique, donc on est des ingénieurs informaticiens et on crée des produits pour des clients, donc ça va être des applications mobiles, des applications web ou des sites internet si on veut, ou alors des systèmes d'intelligence artificielle pour aider les entreprises ou les particuliers. Votre histoire est super inspirante, c'est pour ça qu'on vous invite, parce que vous avez donc travaillé pour notamment Peridaisa, Spa, Francorchamps, Bridgestone, Elia, le Parlement de Wallonie dans les publics, et Lindemans aussi qui font la pécheresse et autres. Ce sont des entreprises qui sont fort implantées ici dans le marché, très connues. Pourquoi est-ce qu'elles vous ont demandé vos services ? Alors ça s'est fait sur quand même relativement longtemps. Donc à nos débuts, donc il y a 9 ans, on était une beaucoup plus petite entreprise. On n'aurait jamais pu imaginer un jour travailler avec des noms tels que ceux-là. On a commencé avec des plus petites entreprises, certaines grandes entreprises déjà à l'époque. Et petit à petit, la réputation s'est faite de projet en projet. On a fait un premier projet, puis un deuxième projet. Ça s'est relativement bien passé pour la majorité de nos projets, même très bien passé pour presque tous les projets. Et donc à un moment donné, on a une certaine réputation et les entreprises viennent nous voir pour ce type de projet. Ça fait combien de temps que Deuze existe ? Alors ça fait 9 ans qu'on a commencé avec mon frère. En 9 ans, c'est super impressionnant quand même d'en arriver là, à ce statut de notoriété, et à ce que ça fonctionne de cette manière. C'est certain qu'il y a 9 ans, donc quand on a démarré avec mon frère à deux, on s'était dit, si un jour, quand on a 60 ans en fin de carrière, on est 20 chez Deuze, franchement, ce sera une vraie réussite. Et c'est vrai que ça a été beaucoup plus vite que ce qu'on s'attendait nous-mêmes à ce que ça arrive. Ouais. Et c'est arrivé de projet en projet. Et on est super content de la situation et avec tous nos collègues avec lesquels on s'entend super bien. Et aujourd'hui, vous êtes presque 50. Exactement, ouais, exactement. Presque 50, ok. On va parler évidemment de tes tips pour qu'une entreprise fonctionne, de tes tips en développement d'applications et de sites internet, pourquoi vous vous êtes lancé dans ça. Mais d'abord, on va parler de cet historique. Vous êtes deux jumeaux qui décidaient un jour de commencer à développer. Explique-nous pourquoi vous avez commencé à développer. Alors c'est très simple, donc quand on a eu 6-7 ans, mes parents ont eu une brillante idée. Donc on voulait une console de jeu comme tous les autres enfants pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. Et mes parents se sont dit non, on va plutôt leur donner un PC. Ils feront aussi des choses intéressantes pour l'école, etc. dessus. Et puis, au fil des années, on demandait des jeux vidéo à nos parents. On voulait en acheter pour jouer aux jeux vidéo. Et nos parents voulaient pas. Ils disaient, ah non, c'est pas hyper utile. Et de temps en temps, on avait droit aux jeux vidéo, mais on pouvait pas jouer autant que ce qu'on voulait. Et on était particulièrement frustrés de la situation. Et c'est comme ça qu'on a appris d'abord à développer nos propres jeux vidéo. Donc, on a appris le développement informatique vers 11-12 ans pour créer des jeux vidéo pour pouvoir jouer nous-mêmes. Et petit à petit, ça nous a mis dans le bain. On a créé pendant de 11 ans jusqu'à nos 17 ans des jeux vidéo de plus en plus finis, de mieux en mieux, en passant par des petits jeux vidéo 2D à l'époque, on parle de ça des années 2000, à des jeux 3D plus aboutis, jusqu'à un moment donné on se fasse inviter au festival du jeu vidéo de Paris pour venir présenter notre création, ce qu'on ne s'attendait pas du tout à devoir faire, et là on s'est rendu compte qu'en fait ce qu'on avait fait c'était pas si mal que ça, mais c'est comme ça qu'on a appris à développer. Ok, vous avez été approché d'ailleurs par des grands noms du jeu vidéo, notamment Ubisoft. Qu'est-ce qui s'est dit à ce moment-là ? Vous souhaitiez travailler dans ce milieu-là ? Alors donc nous on était en réto, nos parents on était en train de regarder pour aller à l'université ou à haute école, enfin peu importe, et nos parents voulaient qu'on continue nos études comme la plupart des parents, et en fait, on est allé au festival du jeu vidéo 3-4 mois avant la fin de nos études. Et là, on a été abordé par des studios de développement, comme par exemple Ubisoft,
qui nous disait, en fait, si vous voulez, vous pouvez postuler maintenant chez nous, et puis on fait les entretiens, et puis on verra bien, mais probablement que ça pourrait aller, parce qu'on voit qu'il y a de la passion, on voit que ce que vous avez fait, c'est pas trop mal, et donc il y a une possibilité chez nous. Mais on s'est aussi rendu compte d'une autre chose, c'est que les jeux vidéo qu'on faisait, mon frère et moi, c'était des jeux vidéo 3D, on s'amusait bien, c'était pas hyper abouti, c'était déjà pas mal, mais on n'avait pas des énormes scénarios et des temps de jeu très longs. Et on s'est rendu compte qu'en fait, pour faire le jeu vidéo que nous on voulait faire, en fait, les équipes de studios professionnels, ils étaient 200 ou 300. Et donc, que soit on allait devoir aller travailler chez Ubisoft et intégrer leurs équipes et probablement émigrer de notre belle région en France ou au Canada, probablement qu'on n'allait pas pouvoir nous faire notre propre jeu vidéo. Et ça nous a un petit peu refroidi dans notre parcours jeu vidéo, et on a décidé du coup d'aller en ingénieur civil à Liège, sous assistance de nos parents, mais je pense qu'ils ont bien fait à ce moment-là aussi. Vous avez donc reclapé cette porte des jeux vidéo, mais après, vous avez développé d'autres choses, notamment une plateforme de streaming où vous proposiez des mangas sous-titrés, c'est ça? Tout à fait. Donc en gros, on a terminé les jeux vidéo, on a fait une croix dessus, quand même un peu à notre grand regret, mais on se rendait compte que ce qu'on voulait faire n'était pas possible, où il fallait travailler dans un studio. Et donc on est allé à l'université, et après 1 an et demi, 2 ans en ingénieur civil, on s'ennuyait un petit peu de ce côté projet entrepreneurial. Pas que les études sont ennuyantes, loin de là, mais il nous manquait un peu quelque chose. Et on avait toujours été fan de manga, et on est tombé sur un concept qui s'appelle le webtoon, qui est du manga coréen orienté plutôt web et mobile. Et on s'est dit, mais ça c'est génial. C'est le manga, mais en fait pour téléphone. Et on a commencé à traduire. Moi je connais pas le coréen, mais on a trouvé des personnes pour traduire des bandes dessinées. Mon frère et moi, et on a commencé à produire ces bandes dessinées aux États-Unis en anglais. Et ça a eu un très 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 gros succès, et aujourd'hui encore c'est vraiment devenu très gros. Sur le plan de vue international. C'était pas du tout du streaming alors, c'était de la traduction quoi. La traduction en fait c'est de la lecture, on était un peu éditeur si tu veux de bandes dessinées. Donc tu pouvais ouvrir notre application et tu pouvais lire les bandes dessinées, les chapitres, etc., etc. Une belle histoire qui s'est finie avec un rachat de la Silicon Valley alors. C'est ça, donc on a un Américain donc de la Silicon Valley qui d'origine coréenne, qui voyageait souvent en Corée, qui s'est rendu compte du concept en Corée, que tout le monde lisait ça dans le bus, dans le train, partout. Et il s'est dit, je ferais bien la même chose. Et il a lancé ça du coup aux États-Unis. Et il s'est rendu compte qu'en fait, on était déjà là sur le marché. Et donc, il est venu nous voir. Bon, il a reçu beaucoup d'argent, comme ça se fait à la Silicon Valley, pour lancer son entreprise. Et puis, il est venu nous voir et il nous a dit, les gars, vous êtes de petits jeunes, je vous propose de travailler avec moi. Et si vous travaillez pas avec moi, votre truc ça marchera pas parce que je vais vous écraser. À l'américaine, vraiment en culture américaine, un peu comme on peut voir Trump à la télé, pas du tout. Mais après, c'est leur culture, c'est comme ça. Et après des discussions, on s'est rendu compte qu'en fait c'était pas un mauvais gars, hein, c'est pas ça, c'est juste qu'il fonctionnait comme ça. Et on lui a vendu. Donc on avait 2 choix possibles, soit on continuait à travailler avec lui, on avait des pourcentages de sa nouvelle structure, soit il rachetait et lui continuait le projet seul. Et au final, après discussion, là, on n'avait pas tellement envie d'émigrer à San Francisco. C'est ça. C'était quand même un long voyage. On était pendant nos études. Nos parents voulaient pas trop qu'on arrête nos études non plus. Et on s'est dit non, on va rester en Belgique. Et alors on a vendu le projet. Et lui, il a continué à le faire développer très 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 considérablement. Et il l'a lui-même vendu entre temps. Ça fonctionne bien maintenant alors cette plateforme? Oui. Alors il y a, je pense, si mes chiffres sont justes, il y a plus ou moins 1,5 milliard de personnes mensuellement qui lisent. Donc nous, quand on a vendu, on avait 100 000 lecteurs mensuels. Maintenant, on a un 500 millions. C'est plus à moi, mais on a 500 millions. Et lui a vendu son projet à un éditeur, une entreprise coréenne, pour $1,5 milliard. Bon, voilà. Donc, projet il a bien vendu, mais 10 ans plus tard. Hein, il l'a fait fructifier. Il a fait fructifier, ça a bien évolué, etc., etc. Mais bon, des fois, on se demande si ça aurait pas été plus judicieux de l'accompagner dans la voiture et d'avoir quelques pourcents du total. Après, on n'a pas de regrets. Hein, on est très content de comment ça s'est passé. On a toujours des très, très bons contacts avec lui. C'est ça aussi, être entrepreneur, c'est de lancer des projets et finalement de les revendre et de s'atteler à autre chose en parallèle. Et c'est ce que vous avez fait donc
avec Dose, mais on sent d'abord qu'il y avait réellement cette envie d'entreprendre, de trouver quelque chose qui pourrait plaire au plus grand nombre, qui pourrait être utile à la société. C'est ce qu'on voit à travers les jeux vidéo, à travers cette plateforme pour lire des mangas. C'est quand même cette envie de développer des choses qui seraient utiles. C'était dans votre sang, ça? Depuis tout jeune, vous vouliez être entrepreneur? Depuis tout jeune, je sais pas, parce que en fait, on s'est jamais posé la question de vouloir être entrepreneur ou non. Ça a jamais été une question de vouloir faire une entreprise qui tourne, etc., etc. En fait, à la base, on faisait des projets ensemble avec mon frère, et on a commencé très jeune. Et en fait, l'idée des jeux vidéo, c'était pas de faire une entreprise. On voulait faire un jeu vidéo que les gens aiment. Et quand on a fait de la bande dessinée, on s'est dit mais c'est génial, en fait on veut promouvoir ça et on veut que les gens aiment notre produit et qu'on ait beaucoup de lecteurs, etc., etc. Et puis tu te rends compte quand tu grandis et que tu fais ça que oui, ok, c'est bien, t'as un produit que les gens aiment, mais t'as beaucoup de gens sur ta plateforme, mais ça coûte de l'argent, tout ça. Le développement, ça coûte de l'argent, acheter des droits de bande dessinée, ça coûte de l'argent, donc comme tout coûte de l'argent, il faut quand même à un moment donné que tu fasses des revenus pour que tu puisses compenser les pertes que tu fais, enfin les charges en tout cas que tu as. Et c'est plutôt comme ça qu'on est rentré dans l'entrepreneuriat, c'est en faisant des projets qui nous tenaient à cœur et puis en se disant merde, en fait ça commence un petit projet hobby, oui, qui a coûté peut-être quand on était étudiant 50, 100, 150 euros, ça va, mais quand ça commence à coûter 2-3 000 euros par mois et que t'es étudiant, ça marche juste plus, quoi. Et tu dois trouver des solutions pour te dire, en fait, il faut quand même que je fasse rentrer un peu d'argent pour que le projet puisse vivre de lui-même. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans l'entrepreneuriat et dans toutes les questions entrepreneuriales de comment vendre le produit, comment mettre le bon prix sur le produit, comment bien promouvoir le produit, etc., etc., pour que ça tienne la route, en fait, et que l'entreprise, et que ça devienne du coup une entreprise et puis un projet et que ça fonctionne. On apprend beaucoup de choses à l'ULiège en tant qu'ingé civil, mais certainement pas ça. Ah non, pas ça, non. D'ailleurs... Comment est-ce que vous avez appris justement c'est très simple. On a commencé agence civile tous les deux, et après 3 ans d'agence civile, donc on avait notre projet bande dessinée qui fonctionnait plutôt bien d'un point de vue technique, et on avait beaucoup d'utilisateurs, etc. Mais d'un point de vue commercial, c'était compliqué de pouvoir voir un peu comment négocier, même négocier des droits d'auteur, on l'avait jamais fait. Ouais. On savait juste pas, quoi. On envoyait un mail à l'auteur, est-ce qu'on peut traduire ton histoire, et ça s'arrêtait. Et le gars nous disait oui, ça s'arrêtait plus ou moins là, mais en fait, on se rend vite compte que dans la vraie vie, il faut mettre un cadre et il faut être un peu plus professionnel que ça pour convaincre. Et ça, on ne l'avait pas avec ingénieur civil parce qu'on apprend la technique à faire des choses qui fonctionnent bien, qui sont performantes, mais on n'apprend pas tous ces aspects commerciaux. Et donc après 3 ans d'ingénieur civil, en fait, avec Julien, en fait, j'ai décidé de plutôt aller à HEC en ingénieur de gestion pour apprendre tous ces aspects plutôt commerciaux que du coup j'ai appris à HEC. Alors évidemment, à l'université, c'est toujours les débuts, puis après, il faut se faire sa propre idée, sa propre version de ce qu'on a appris à l'université, mais ça a permis de planter la graine pour pouvoir aller plus loin. En créant Dose, est-ce que vous vous êtes inspiré de ces différentes plateformes que vous aviez déjà créées, des différents jeux vidéo que vous aviez développés, etc., des erreurs que vous aviez faites? Je pense qu'entreprendre, c'est très bien, c'est très bien ta question, parce qu'en fait, entreprendre, je crois que c'est beaucoup apprendre de ses erreurs. C'est beaucoup se tromper. Parce que quand on regarde le succès, on va dire, ok, c'est bien, je vois plein de jeunes qui viennent nous voir pour nous dire, mais c'est super ce que vous avez fait et tout, qui nous mettent peut-être des fois un peu sur un piédestal, mais il faut se dire qu'en 9 ans, même en plus, parce qu'il y a eu les autres projets avant, mais rien que chez Dose en 9 ans, ça a été beaucoup de challenges, beaucoup de problèmes et beaucoup de réussite et de satisfaction. Une bonne équipe derrière qui pousse tout le projet avec nous. Mais ça n'a pas été un chemin facile. Ça a été un chemin semé d'embûches pour arriver là où on est aujourd'hui. Donc c'est pas facile. L'entrepreneuriat de manière générale. Et alors oui, on s'est inspiré donc des différentes plateformes qu'on a fait, en fait des erreurs qu'on a fait sur les autres. Typiquement, pour le jeu vidéo, on s'est rendu compte que on s'était pas posé suffisamment la question de la faisabilité générale du projet. Donc on est rentré dans le projet, on a commencé à apprendre et donc c'était compliqué, il faut bien s'attaquer par quelque part. Et on a compris comment ça fonctionnait le développement, mais on s'est jamais dit en fait l'objectif qu'on voulait du jeu vidéo, il faut une équipe de 200 personnes, un jeu vidéo 3D. Et aujourd'hui, je m'en rends compte, c'est facile a posteriori de se rendre compte. Et je pense que à l'époque, quand on avait 18 ans, on aurait dû se dire
mais c'est facile de le dire après coup. On arrête le jeu vidéo 3D parce qu'on voit qu'il faut être 200 personnes, mais par contre, si on faisait du mobile, parce que là, du coup, on peut être des beaucoup plus petites équipes pour faire des petits jeux 2D, en plus dans le début du mobile, donc il y avait clairement une place à prendre, qu'on a du coup pas pris. Mais c'est facile à dire a posteriori. Et donc ça, de fois en fois, on s'est un peu posé les questions de faisabilité. Et donc quand on a fait le projet de bande dessinée, on s'est dit, tiens, en fait, ok, la traduction de BD, c'est pas évident, mais au moins au niveau technique, on n'est pas sur des milliers de jours de développement, on peut faire quelque chose quand même assez vite, trouver des droits, il y a quand même beaucoup de BD, donc on peut probablement discuter avec pas mal d'artistes, puis les faire traduire. Après, tu te rends compte qu'il y a plein d'autres problèmes, mais au moins au niveau faisabilité, le go-to-market, donc vraiment la première fois, entre le moment où tu as l'idée et le moment où tu peux la présenter à un utilisateur final et qu'il la voit et qu'il puisse utiliser ton produit, peut être relativement court par rapport à un jeu vidéo où là, il faut peut-être 3-4 ans à 200 personnes. Et dans la BD, c'était pas du tout le cas. À partir du moment où on a trouvé des artistes, qu'on les a traduits, qu'on a fait la plateforme digitale, il s'est peut-être écoulé entre le moment où on a eu l'idée et le moment où on a exécuté la première version de l'idée, entre 3 et 6 mois. Donc ça a été très 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 vite. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que ça permet de pouvoir très vite aller vers ton marché et c'est un apprentissage qu'on a eu la première fois. Et donc, on s'est pas trompé. Et puis, on a vendu l'entreprise et quand on a vendu l'entreprise de Webtoon, donc de BD, on s'est rendu compte en fait qu'on comprenait rien à beaucoup de choses très très concrètes de l'entreprise, à comment les négociations se passent, la gestion des droits d'auteur, comment ça se passe. Il nous manquait une vraie structure, en fait, de la compréhension de comment une entreprise fonctionne réellement, même si j'ai fait HEC et tout, mais vraiment de comprendre. Et alors quand on a lancé Deuze, par après, donc on a eu vendu, puis après pendant 6 mois on n'a rien fait, puis on s'est dit tout compte fait, en fait on a envie de refaire quelque chose, et on a lancé Deuze. On s'est dit mais en fait ce qu'il faut c'est qu'on soit bien accompagné cette fois-ci, parce qu'en fait on voit bien que les lacunes qu'on avait dans notre plateforme de bande dessinée, c'est qu'on était naïf. On comprenait pas comment le monde des affaires fonctionnait, et des fois on nous disait oui c'est bon, c'est ok, et en fait c'était pas ok, mais on le savait pas parce qu'en fait on parlait pas le même langage et on comprenait pas. Faut plus signer, il faut plus signer, il faut des contrats, il faut que ce soit plus carré, faut avoir une attitude très fiable. Quand tu as dit quelque chose, ça peut pas changer, etc., etc., etc. C'est des trucs qui semblent en fait relativement élémentaires et basiques, mais quand tu te lances dedans, tu te poses pas toujours ces questions-là. Et puis c'est tellement le chaos, c'est tellement compliqué déjà de tout faire qu'en fait tu te rends pas compte. Quand on a lancé Deuze, on a décidé de se faire accompagner par le Venture Lab ici à Liège, qui est un incubateur pour jeunes entrepreneurs qui en fait mettent un coach à disposition, donc un entrepreneur chevronné qui a vendu généralement son entreprise et donc qui est là pour donner à un entrepreneur plus jeune des conseils, et il y a toute la structure du Venture Lab qui aide pour toute une série de choses, des bureaux, etc. Et la première fois qu'on est allé au Venture Lab, on s'est dit en fait on va aller au Venture Lab principalement parce qu'ils ont des bureaux et tout, et le coach, et on a vendu notre startup à la Silicon Valley, le coach sert à rien. Erreur. Alors, ça faisait 2 semaines, 3 semaines qu'on était au Venture Lab, on s'est dit mais en fait la première fois, c'est ça qui nous manquait, c'est le coach, le gars qui a 30 ans d'expérience et qui peut nous dire non mais les gars, mais ça c'est pas ok, ou oui mais attention, ton gars, le client là il t'a dit oui, il a signé le bon de commande, t'as fait un bon de commande, ah non il a pas signé le bon de commande, t'as pas vendu alors hein. Tu signes ton bon de commande. Quand tu auras signé ton bon de commande et qu'il aura payé la compte, là c'est bon, là tu peux démarrer ton projet. Et alors qu'au début on était naïfs, on se disait oui, on a eu une discussion avec un gars, il nous a dit oui, évidemment que le projet c'est bon. Il a repris les bases avec vous. Exactement, il a repris les bases, il a remis un peu les points sur les i de comment ça fonctionnait. Et ça on en est très très reconnaissant. C'était qui? C'est Olivier de Wassège. Donc il a arrêté sa casquette entrepreneuriale, maintenant il est rentré en politique. Mais franchement, il nous a énormément aidé au début de par cette structure. Donc on avait Olivier Douassège et Olivier Malu aussi, qui est un autre coach du Venture Lab, qui sont 2 entrepreneurs chevronnés. Différents incubateurs sont présents à Liège, donc il y a le Venture Lab, il y en a d'autres. Ici vous avez été accompagné donc depuis 2016, c'est ça? C'est ça. À la création de Deuze, vous avez été accompagné par Venture Lab. Tu le conseilles à tous ceux qui ont une idée de se diriger vers un incubateur? Ah oui, mais complètement, ouais. Alors évidemment, ils sont conseillés, donc c'est pas eux qui vont dire ce qu'il faut faire, etc., etc. Mais par contre, leur input est super intéressant. Ils challenge, franchement, la personne qui lance une entreprise, surtout quand on est jeune, en fait, on a peut-être l'impression d'être fort, et comme nous, dans notre cas de figure, on avait vendu la Silicon Valley, on se prenait pour les rois du monde d'une certaine manière. À ce moment-là, on se dit,
On a vendu la Silicon Valley. On est dans la tech, on voit la Silicon Valley. C'est quand même le truc. Et en fait, tu te rends vite compte que, en fait, non. Il y a beaucoup de choses que tu sais pas. T'as 22, 23 ans. etc. En fait, tu sais pas. T'es naïf, tu sais pas. Et il y a beaucoup de choses de leçons qu'on a appris dans la douleur avec l'entreprise parce que voilà, il y a des choses qui se passent et puis on se dit ça va pas, problème avec un collaborateur, tout l'aspect RH, c'est des choses qui sont très importantes et que tu vas peut-être pas avoir et on a un coach du Venture Lab qui est super bien, qui s'appelle Hubert Brognier, qui nous avait toujours dit c'est quand même plus facile d'apprendre des erreurs des autres que les siennes. Et c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Donc du coup quand on avait un coach, il nous aidait beaucoup et chaque fois il nous disait attention, si tu fais ça, moi, je pense qu'il va se passer ça. Et alors, des fois, on l'écoutait pas parce qu'on se disait non, on a envie de faire de la autre sauce. Et puis, au final, il avait raison et on se disait oups. Et des fois, on l'écoutait ou on adaptait un petit peu notre plan, mais ça permet d'avoir une autre vision, de se faire challenger et comme ça d'arriver à un résultat et de faire moins d'erreurs. Parce qu'au final, c'est ça qui coûte cher aux entreprises. C'est de faire des erreurs, surtout au début, avant de trouver vraiment le créneau qui fonctionne pour soi, quoi. Vous passez la porte de Venture Lab, c'est quoi le pitch ? Comment est-ce que vous vendez Deuze ? Honnêtement, on n'a pas... Enfin, j'avais certainement un pitch, je me rappelle même plus, mais on a un peu fait ça comme des touristes. Donc, on s'est dit... on avait vendu la première start-up, j'étais toujours étudiant, mon frère travaillait depuis 1 an à la FNR Stahl, on a pendant 6 mois, j'étais étudiant en termes de mes études, mais globalement on n'était pas vraiment pressé de rechercher du travail parce qu'on avait vendu et Julia de toute façon travaillait déjà autre part, donc il n'y avait pas vraiment de pression pour trouver du travail. Et puis on s'est dit tiens, tout compte fait, on aimerait bien relancer un projet et on s'est inscrit au Venture Lab, on est allé présenter notre projet, je ne sais plus trop comment, mais pas trop préparé, je crois. Et au final, ça s'est bien mis. Ils nous ont accepté parce qu'ils ont bien vu la passion qu'il y avait derrière le projet, même si on n'était pas tout à fait certain. Et c'est aussi le cas de beaucoup de start-upers. Hein. On connaît pas toujours bien. La première fois qu'on a une idée, en fait, souvent la première idée, c'est pas la bonne. Souvent, l'idée qui fonctionne, c'est une légère ou importante variation de la toute première idée qu'on a. Parce que la toute première idée qu'on a en tant qu'entrepreneur, en fait, on l'a pas confrontée au marché. On n'a jamais été voir des clients, on ne sait pas. Et c'est vraiment tout au début, quand on va venir parler à des utilisateurs finaux ou à des clients, qu'ils vont dire, en fait, c'était pas mal ton truc, mais en fait, ça me sert à rien. Mais par contre, ça ou ça. Et alors, du coup, quand on est un peu perspicace, qu'on écoute bien, on arrive à un petit peu adapter l'idée pour arriver à quelque chose qui plaît vraiment aux entreprises. Et donc notre toute première version de Deuze, ou en tout cas de ce qu'on imaginait être Deuze, je me rappelle plus exactement, mais c'était probablement pas exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Ça a évolué un petit peu dans les premiers mois où on a été incubé, où on a testé le marché. Faut dire que les 8 premiers mois de Deuze, on a vendu, je crois, pour 3 000 € de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 3 fois rien. Et puis c'est après 8 mois que ça a commencé vraiment à décoller. Et après 8 mois, on a signé 3 projets. Où on avait pour chacun, donc chaque projet c'était plus ou moins 200 jours de travail à terminer dans l'année. On était en février-mars, et 200 jours de travail dans l'année, en fait c'est le temps qu'un employé, quand on enlève les congés, les week-ends, etc., c'est le temps de travail d'un employé, c'est 210 ou 215 jours. D'un temps plein, oui. D'un temps plein. Donc en fait on s'est retrouvé avec plus ou moins 600 jours à prester, on était 2. On avait, comme ça faisait 8 mois qu'on avait pas vraiment de travail, on n'a pas tout de suite voulu chercher quelques heures en plus parce qu'on s'est dit peut-être que c'est juste un coup de bol et que les 3 clients ont changé un peu notre approche, mais on signait en même temps, c'était juste un coup de bol. Il s'avère que c'était pas un coup de bol, mais c'est les 8 mois là, on a travaillé le samedi, le dimanche, tous les jours. On faisait un client la journée, parce que de temps en temps, on devait aller chez un client pour travailler toute la journée. On allait chez le client toute la journée. Je rentrais chez moi, je rallumais mon PC, je retravaillais chez moi jusqu'à 22h, 22h30. Samedi, dimanche compris. Ça a été très difficile. Et après 1 an, quand on a vu que, peut-être pas 1 an de ça, mais 6 ou 7 mois de ça, quand on a vu que les contrats continuaient à rentrer et qu'on continuait à avoir de la demande, en fait, on a engagé un premier collègue. Si c'était à refaire, est-ce que tu engagerais directement quelqu'un ? Non. Alors, si c'était à refaire dans la position dans laquelle je suis aujourd'hui, oui. Oui. Mais dans la position de l'époque, non. Non, parce que tu n'étais pas encore certain que ça allait se prolonger, quoi. Voilà. Si demain, pour une raison ou l'autre, je devrais refaire une autre société informatique, disons par exemple en France au lieu d'en Belgique, qui serait globalement la même chose que Deuze,
clairement, je voudrais pas recommencer à 2 parce que c'était particulièrement difficile. Ouais. Il faut tout refaire depuis zéro. T'es au four et moulin, t'es développeur, gestionnaire de projet, commercial, comptable, enfin financier, même si on a un comptable, mais financier, tu fais tout. Designer, tu fais tout et c'est très compliqué de tout faire. Et du coup, la qualité des projets aussi est généralement inférieure. Donc, la qualité des projets qu'on livre aujourd'hui, donc 9 ans après, est sensiblement supérieure à ce qu'on livre. Pas que c'était mauvais à l'époque, hein, c'était très bien, mais forcément, c'était quand même plus compliqué d'aller aussi loin dans toutes les tâches. Parce qu'aujourd'hui, on est une entreprise plus établie, on a des gens beaucoup plus spécialisés, ce qu'on peut pas se permettre quand on est 2, même quand on est 4 ou 5. Quoi. Tu conseilles malgré tout aux jeunes entrepreneurs qui se lancent de cravacher au début pour voir si ça prend avant d'engager, quoi. Ah oui, je pense que de manière générale, c'est obligatoire au départ de se saigner. C'est obligatoire parce que sinon on comprend pas bien le marché. Et en plus, je vois quand même souvent le problème des entreprises qui reçoivent du financement au départ, et donc les startups qui reçoivent de l'argent. Souvent, il y a quelque chose dans les startups qui s'appelle le product market fit. C'est un concept qui nous vient de la Silicon Valley aussi, comme beaucoup de choses dans la tech. C'est en fait quand ton produit ou ton service est en adéquation avec le marché. Donc en fait, quand tu as trouvé l'idée en fait qui marche. Ça veut pas dire que tu as des dizaines de milliers de clients, mais tu commences à avoir, quand tu présentes un client, avoir le client qui te dit plus souvent oui que non. Là, tu as compris en fait le message. Souvent, arriver au product market fit, il faut pas beaucoup d'employés et il faut pas beaucoup d'argent pour arriver jusqu'à cette étape-là. Et souvent, les gens qui reçoivent beaucoup d'argent dépensent énormément d'argent ou engagent beaucoup de personnes pour essayer d'arriver à ce product market fit, mais sans beaucoup d'intérêt. Alors c'est pas vrai pour toutes les entreprises. Il y a des entreprises, par exemple dans le médical, où là il y a besoin de beaucoup de financement parce qu'il y a beaucoup de tests et tout à faire avant de pouvoir mettre un produit sur le marché. Mais quand on parle d'une start-up grand public ou d'un produit de manière générale, c'est souvent le cas. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour démarrer. Alors évidemment, il faut toujours bien 10, 20 000 euros idéalement pour pouvoir faire 2, 3 petites choses. Mais bon, c'est pas des montants nécessairement colossaux. Et une fois qu'on a trouvé ce product market fit, là, alors, c'est intéressant d'investir beaucoup et d'agrandir très fort l'équipe. Mais si on agrandit prématurément son équipe, en fait, je pense de mon point de vue, on va juste beaucoup plus vite dans le mur. Le mur, il est toujours là, mais on y va juste plus vite. Ouais, et ça coûte plus cher. Voilà. Est-ce que tu te souviens du premier client de Deuze ? On a eu d'une part Magoto, donc c'est l'entreprise métallurgique à Liège, donc qui nous a confié un projet tout au début pour tout ce qui était analyse, structuration de leurs données dans le cadre de l'intégration d'un logiciel qu'un autre prestataire faisait. Et on a eu Elia, donc le distributeur d'électricité belge, qui nous a demandé une mission pour faire le calcul de la durée de vie et du taux de remplacement de leurs transformateurs et câbles sur le réseau. Et ça a été 2 gros projets qui nous ont vraiment bien démarré. Un des premiers projets qu'on a eu, par exemple, c'est aussi Bridgestone. Un peu plus tard, donc on avait déjà eu quelques projets, mais c'est dans les premiers projets, Bridgestone, où on faisait un système du suivi d'une ligne de production. Et on a fait ce système-là. Donc là, on voit c'était du développement, mais c'était pas encore axé sur application, site internet, etc. C'est après que c'est venu. On en avait, donc là c'était principalement du développement orienté data parce qu'on a commencé l'activité en faisant de l'intelligence artificielle. Ouais. Et donc c'était plutôt des projets d'intelligence artificielle ou des projets de data. Et c'est le premier service en fait qu'on a proposé avec Deuze. Et en fait on faisait ça bien et les clients se sont dit en fait c'est bien, ils font bien les data, mais en plus il y a des interfaces sympas. Donc que ce soit web ou mobile, on faisait soit des interfaces de captation de données mobile ou web ou de présentation de données en web ou en mobile. Et nos clients étaient particulièrement ravis des interfaces qui permettaient de montrer notre travail en intelligence artificielle. Et c'est comme ça qu'on a commencé à vendre de plus en plus de web et de mobile. En fait, parce qu'on faisait de l'IA et puis que les interfaces étaient bien. Et les gens nous ont dit, en fait, à un moment donné, des clients sont venus voir, en fait, on vous veut pour l'interface, pas pour la data. La data, on n'en a pas trop besoin chez nous, mais par contre, l'interface, elle est vraiment sympa que vous avez fait. On le veut aussi, ça. Et alors on a commencé avec ça, et puis après le mobile est devenu une très grosse part de notre projet. Donc ça représente plus ou moins 1/3 des projets qu'on fait c'est du mobile, 1/3 des projets qu'on fait c'est du web, et 1/3 des projets qu'on fait c'est de l'intelligence artificielle.
Et puis mobile, ça peut être soit de grand public comme l'application du Grand Prix de Spa-Francorchamps, soit ça peut être interne à une entreprise. On va faire par exemple pour Frabel un outil mobile de suivi de la documentation sur place pour les différents éléments qu'ils ont sur le réseau. Vous vous êtes inspiré pour créer ces interfaces très épurées? Bien sûr, et donc nous, on a, avec notre premier projet de BD, on a beaucoup travaillé avec la Silicon Valley, on a vu la manière dont ils travaillaient, et ça a été vraiment un plus pour le reste de nos projets, et on s'inspire toujours, parce qu'en fait, il faut pas réinventer la roue. Si jamais les menus, par exemple dans les applications mobiles, sont généralement en bas, dans une barre en bas, notamment principalement sur iPhone et iOS, c'est le cas, il faut pas commencer à inventer un nouveau menu pour une autre application que personne ne connaît. Ça va juste rajouter de la confusion. Si dans les messageries, on est tous habitués à Messenger, à WhatsApp, au SMS, en fait, il faut respecter les codes. Alors on peut faire une autre interface avec d'autres couleurs, avec d'autres fonctionnalités, etc. Mais les codes, il faut les respecter pour que l'utilisateur, en fait, ne soit pas perdu, va dans un endroit, c'est quand même encore en fait la même chose. 9 ans alors. En 9 ans, vous êtes passé à près de 50 collaborateurs. Tout à fait. Ça va très rapidement quand même. On dit toujours 3 ans pour qu'une activité fonctionne vraiment très bien. Là, tu l'as ressenti les 3 ans ou tu nous parlais de 9 mois même où ça commençait à fonctionner très bien? Non, je pense que c'est à partir de 2-3 ans que oui, l'entreprise a vraiment commencé à aller mieux. Un peu avant le Covid au final, où on a compris comment le métier fonctionne. Enfin, on comprenait la technique, on l'a toujours compris ça, mais comment le métier dans son ensemble fonctionnait, comment aborder un client, comment écouter un client, comment faire une proposition qui répond aux besoins du client, et puis une fois que ça a été accepté, comment faire en sorte que le client accepte la proposition, et puis une fois que la proposition est acceptée, comment livrer le projet sans qu'il y ait de problème dessus. Parce que on se met d'accord sur un projet, il faut pas de problème après, parce qu'on peut être d'accord sur une chose et en fait penser être d'accord et en fait ne pas être d'accord. Et il faut mettre des choses en place pour être sûr qu'il n'y ait pas de ou en tout cas le moins possible de quiproquos et qu'on soit très aligné avec le client et qu'il comprenne bien la manière dont on fonctionne. En gestion de projet, de faire le développement, de lui montrer, de comment est-ce qu'on faisait le design, quand est-ce qu'on présentait le design au client, qu'est-ce qu'on acceptait comme feedback sur le design, comment est-ce qu'on adaptait, puis comment on faisait le développement, et puis après le développement, comment est-ce qu'on suivait le client dans le reste de sa vie avec son produit ou son service. Comment est-ce que c'était adéquat de facturer? Est-ce qu'il faut faire un acompte, pas l'acompte? Quel est le montant de l'acompte? À quel prix on peut se vendre? C'est quoi la concurrence? À quel prix se vend la concurrence? Toutes des questions qu'en fait, tu sais pas au début et tu peux pas tout savoir. Et en faisant des tests, en essayant des choses, à un moment donné, tu arrives à comprendre tout ça. Et dans mon sens, je pense que le fait de dire que oui, il faut 3 ans pour faire une entreprise, c'est très vrai. Il faut 3 ans pour trouver ses marques, pour bien comprendre comment la musique fonctionne et arriver à un résultat qui est bon. Il faut être patient. Il faut s'arrêter patient. Entreprendre, c'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. Et c'est de la souffrance, c'est vraiment de la souffrance. Mais c'est aussi très chouette, mais il faut avoir une tolérance à la douleur quand même qui doit être là, parce que c'est douloureux quand pendant 8 mois t'as pas de clients, que tes parents disent oui enfin c'est bien, mais bon je sais bien que t'as vendu ta start-up, mais là t'es quand même chez moi, je sais pas trop ce que tu fais, tous tes amis travaillent, il faudrait peut-être quand même que tu travailles, ou même des amis qui disent il fait sa start-up, start-up quoi, mais elle décolle pas, et en fait tu le sens ce genre de choses, et à un moment donné il faut quand même que tu dises non, en fait, oui, contre toute cette adversité-là, je continue. Et au début, comme tu présentes pas bien ça aux clients, en fait, ils te disent non. Donc, ils leur disent, oui, mais c'est très bien ce que tu fais, mais moi, ça m'intéresse pas. Quand tu as eu 15 noms d'affilée, le moral... Ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Et donc, il faut savoir s'accrocher, quoi. Ouais. Il faut savoir s'accrocher. Et puis après, quand t'as vendu, t'es content, et puis t'as un problème sur un projet. Puis tu dis, merde, il faut que je règle le problème, faut peut-être que je travaille le soir, ou peut-être toute la nuit pour régler le problème, etc., jusqu'à ce que t'ailles un système qui fonctionne et que tu as mis des petites barrières pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes sur le projet, ou que si c'est des problèmes, c'est des bêtises et des détails, et en fait après ça se passe bien et les clients sont contents, etc. Et puis là tu peux faire la croissance, mais les 3 premières années c'est souvent un peu plus dur, quoi. Tu nous parles de cette année où vous avez cravaché avec ton frère jumeau pour remplir les commandes. À 2 alors,
Et ça. après, vous avez décidé d'employer quelqu'un? Tout à fait, tout à fait. C'est après cette période-là que vous avez dit, bon, bah, ça continue. Ouais, ça continue, on a trop de alors. travail, là, ça, Voilà. on gagne bien notre vie, mais on va juste faire un burn-out à C'est ça. 25 ans. Vous aviez travaillé toute votre vie à deux C'est ça, et vous décidez d'employer une autre personne. tout à fait. Comment est-ce que vous choisissez cette personne-là? Alors on a fait ça comme des touristes, mais vraiment. Alors aujourd'hui chez Deux, il y a un vrai processus RH en place et on fait un vrai screening et tout. Mais en fait à l'époque pas du tout. À l'époque on a juste posté sur Facebook, on recherche quelqu'un, développeur, idéalement un master en informatique, avec idéalement entre 1 an et 3 ans d'expérience. Et on l'a posté sur Facebook, et puis on a un ami qui nous a dit « Ah tiens, j'ai mon beau-frère, peut-être qu'il serait intéressé ». On l'a vu une fois, on s'est dit « Il a l'air sympa ». On a un peu discuté de ce qu'il aimait faire et tout, sans aller vraiment dans le détail. On a dit « Ok », on l'a engagé, ça s'est très bien passé. On a fait pareil pour le deuxième employé, donc qu'on a engagé encore 1 an après. En gestion de projet, là, c'était beaucoup plus marrant encore. C'était un start-upper qui lançait un projet. Ils étaient 3. Et donc le premier employé est toujours chez nous d'ailleurs. Hein. Il est très important pour l'entreprise. Il a vraiment une responsabilité plus de responsable technique. Et notre deuxième employé qu'on a engagé, en fait, il avait un projet à la base. Et il venait comme client chez Deux. Et il avait signé son offre et tout, on allait commencer le projet et il m'appelle un jour, juste avant Noël, il m'appelle, il me dit Maxime, je suis vraiment gêné, mais en fait, le projet que j'ai signé, on vient de se disputer avec mes 2 associés. Oh, ah oui. En fait, l'entreprise se casse la figure, j'hésite à continuer tout seul, mais je sais pas. Mais en tout cas, l'offre, je pense que, en l'occurrence, c'est mort. C'est mort, ok. Je dis, merde, quoi. Je venais juste de signer avant les fêtes le contrat, j'étais content, je me dis, on va recommencer l'année en beauté. Je dis, merde, et le gars avait l'air bien. Et donc, il était jeune, il avait l'air bien. Et je dis, tu sais quoi, nous, on recherche justement un gestionnaire de projet pour travailler chez Deux. Est-ce que, par hasard, tu m'avais l'air bien sympathique, ça te plairait? Et il me dit, laisse-moi y réfléchir, mais pourquoi pas? 2 jours après, il me rappelle, il me dit, ok, c'est bon, il a démarré en janvier, il est toujours là, et aujourd'hui, il est actionnaire de Deux avec nous. Allez, Donc, okay. C'est pareil de fonctionner comme ça. C'est pareil pour notre premier designer, donc la troisième personne qui est venue. Il était étudiant. On avait besoin d'un designer parce que c'est moi qui faisais les designs, mais je n'étais vraiment pas bon, donc c'était pas terrible. Et là, on avait un client qui voulait quand même quelque chose d'un peu bien parce que c'était plutôt pour montrer à des consommateurs, donc il fallait que ce soit un minimum propre. Il n'avait pas beaucoup de budget on l'a appelé, donc notre 3e employé, qui est toujours là aussi d'ailleurs, qui est aussi responsable chez Deux, et on lui a dit voilà, on a entendu via un ami que tu faisais un peu de design, t'es étudiant, que tu faisais un peu de design et tu faisais ça assez bien déjà pour des entreprises et tout. Est-ce que tu veux pas essayer avec nous pour faire un projet, parce que on travaille d'habitude avec un freelance qui est plutôt bon, mais en fait il est pas dispo et on doit absolument faire ça à ce moment-là. Et le client est très assistant et le client a pas beaucoup de budget pour la partie design, donc le freelance c'était déjà compliqué. Donc est-ce que tu veux pas le faire? Il a dit ok, ça va. Il est venu faire la première fois qu'on devait le rencontrer, il s'est pas réveillé, il est pas venu à l'heure. On l'a appelé, on dit mais en fait il devait venir. Il dit désolé, ça ne va pas avec ma copine et j'ai fait une nuit blanche et puis je suis venu en retard. Il est venu mais vraiment super tard et puis après en fait ça s'est très bien passé. Okay. Et en fait quand je vois ça je me dis mais mon Dieu, mais ça s'est super bien passé parce que les 3 sont toujours là, les 3 sont très bons et les 3 ont énormément d'impact. Et ça a été pareil après pour notre première personne en communication qui est toujours là chez nous et qui est très bien, et où on a aussi fait ça comme un amateur. Et puis après 5e employé, là on a engagé quelqu'un, ça s'est très mal passé parce qu'on a fait de la même chose. En fait on n'a pas fait de screening ou quoi que ce soit, et là on a fait confiance et on a appris que faire confiance c'était bien, mais il fallait quand même vérifier un minimum. Et notre coach Julien Turnab nous le disait depuis longtemps, mais qu'il fallait quand même un minimum faire. Je me dis, mais non, c'était de la chance alors, les 4 premiers? Les 4 premiers, je crois que c'est de la chance. On a eu énormément de chance. Tous les 4 sont toujours là. Tous les 4 sont aujourd'hui responsables chez Deux. Tous les 4 font un travail admirable. On en est ravis. Et c'est juste qu'il a fallu attendre le 5e employé pour vraiment se planter. Et là, je me dis, si on avait eu le 5e employé avait été le premier, ça aurait été une catastrophe. Ça, je pense, ça aurait été une catastrophe pour l'entreprise et
peut-être qu'on serait jamais arrivé là où on est aujourd'hui parce que ça nous aurait fait beaucoup de tort sur le premier employé. Là, on a eu de la chance avec les 4 premiers. C'est pas trop indiscret si je te demande ce qui s'est passé avec ce 5e employé. Qu'est-ce qu'il a foiré finalement En fait, il travaillait très mal. Okay. Et c'était très compliqué. Il était difficile au niveau relationnel des fois avec d'autres. Et la qualité était pas là et on comprenait pas trop pourquoi. Et à un moment donné, on a malheureusement dû le licencier. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se passe beaucoup mieux pour lui. Je pense qu'en fait, il était juste pas dans le bon rôle. Ok. Il était pas dans le bon rôle et donc ça n'allait pas en fait. Et après, on a eu pendant 1 an et demi, 2 ans où on n'engageait plus personne. Donc on était bien refroidi. Ah oui, refroidi. On avait des besoins, même, ouais. on avait des clients qui voulaient, en fait, qui avaient besoin de projets en plus. Et en fait, on remettait pas off parce qu'en fait, on n'osait pas trop. On se disait merde, ça a pas été. Il nous a coûté quand même beaucoup d'argent, hein, mais bon, après c'est comme ça. Ça se passe mal, ça coûte de l'argent. Et c'est juste 1 an et demi après qu'on a recommencé à engager du personnel. Après un moment, parce qu'on s'est dit mais c'est pas possible, on continue à avoir pas mal de demandes et tout, et on est obligé, enfin on ne donne pas suite en fait à plein de choses. On va peut-être quand même essayer. Et on a revu quelqu'un par hasard qui était au Venture Lab, un incubé du Venture Lab, qui avait un projet qui ne fonctionnait pas comme il voulait et qui pensait arrêter son projet. Et on lui a proposé de venir travailler chez nous, mais de manière un peu plus structurée, en faisant un premier entretien, vraiment pour voir un peu ce qui l'intéressait et tout, et puis un deuxième entretien un peu plus technique pour voir si oui ou non il était à la hauteur niveau technique. Et puis après, ça a très bien été. On a eu celui-là, puis un gestionnaire de projet, etc., etc. Mais c'est chaque fois un chemin mené d'embûches. Quand on a eu à un moment donné, notre gestionnaire de projet, notre premier gestionnaire de projet, nous a dit, en fait, j'aime pas la gestion de projet. J'aime pas la gestion de projet, je préfère faire de la vente. Okay. Alors je veux bien continuer pour vous aider pendant 6 mois encore, hein, mais bon, ça fait 1 an que je le fais, je vois bien, j'aime pas ça quoi. J'aime pas ça, je veux bien encore continuer 6 mois, mais si dans 6 mois je peux pas faire autre chose, je m'en irai. Et c'est pas du tout contre vous, mais juste, j'aime pas ça quoi. Et à ce moment-là, on se dit, tiens, peut-être que ce serait opportun d'ici 1 an ou 2 d'avoir un commercial supplémentaire. On s'est dit en fait est-ce que tu veux pas être du coup commercial si c'est ce que tu veux faire. Et là on a pris un gros coup, c'était un gros coup de poker parce qu'on savait pas du tout si ça allait marcher ou pas. Il nous a dit ouais super, c'est vraiment ça que je voudrais faire, enfin en tout cas je pense. Si on espère qu'il va pas se planter. Mais alors on s'est retrouvé avec une personne en tant que commercial, mais donc qui coûte de l'argent, mais qui rapporte pas, parce que le commercial, il fait pas de travail en soi. Et c'est moi et mon frère qui faisions les commerciaux, un peu après journée, de temps en temps un rendez-vous avec un client, puis on faisait l'offre à journée, puis on envoyait. Mais en fait, quand tu as un commercial, il est là toute sa semaine, tout son mois, tu le payes tout son mois, mais il remet des offres. Mais en fait, il rapporte pas d'argent. Donc c'est une charge que tu as tous les mois en plus, et il faut que tes gens qui développent génèrent plus d'argent, donc tu dois avoir plus de gens qui développent. Donc on s'est dit on va le mettre comme commercial, on verra bien, c'est un peu à risque parce que si ça va pas, en fait on va payer son salaire tous les mois, mais problème. Et du coup on a dû reprendre un autre gestionnaire en plus, donc on a rajouté un salaire en plus sur la structure qui était fondamentalement pas nécessaire à cette étape-là. Et puis ça a pris 6 mois où on était un petit peu en stress parce que c'est rentrer dans le rôle, c'est pas évident, hein, être commercial entre le moment où il voit le premier client et le moment où il signe le client, il y a peut-être 3 mois, donc ça prend un peu de temps. Au début, c'est pas facile, c'est un autre métier et tout, donc il y arrivait pas très bien, alors qu'il était de très bonne volonté, là n'est pas le truc, il arrivait pas très bien. Et après 6 mois, quand ça a commencé à aller, mais c'était bingo quoi. Après 6 mois, il commençait à bien vendre et tout, on s'est dit mais ça c'est magnifique. Et là, ça a vraiment commencé à faire un effet boule de neige en fait. Vous avez vu la plus-value alors à ce moment-là. Et donc ça, on est quand même content de faire confiance, même si des fois on peut se tromper, et on le fait encore toujours aujourd'hui. Chez Deuz, par exemple, il n'y a pas de management extérieur. Donc à un moment donné, quand on a grandi, on était face à un choix. Le choix, c'est soit on demande à des gens de l'équipe qui sont motivés, qui ont envie, etc., de devenir responsables, managers, etc., sachant qu'ils n'ont jamais eu ce rôle-là et que c'est compliqué. Ou alors, on pouvait engager des gens à l'extérieur avec 10 ans d'expérience qu'il avait déjà fait, etc., On s'est dit, en fait, nous, la loyauté, c'est important vis-à-vis de l'entreprise, etc., Et c'est important pour nous d'être loyal par rapport à nos employés et vice-versa. C'est vraiment très important. Et on s'est dit, en fait, c'est important, du coup, dans ce cadre-là, que ceux qui se battent avec nous, à nos côtés, depuis le début,
pour autant qu'ils aient les compétences ou qu'ils puissent acquérir les compétences, qu'ils puissent en fait être avec nous dans cette démarche. Et gravir les échelons, etc., exactement. quoi. Ouais. Et que c'est plus à eux de l'être. Alors évidemment, s'ils en sont pas capables, c'est différent. Mais si on perçoit que c'est possible, on a tout autant envie de donner l'opportunité à quelqu'un en interne. Ça, par exemple, ça coûte. Parce que au début, les gens, quand ils deviennent responsables de plusieurs personnes, ils savent pas le faire parce qu'en fait, ils l'ont jamais fait. Et donc, c'est compliqué. Et petit à petit, il faut l'apprendre, etc., etc. Et d'un point de vue organisationnel, c'est tellement plus facile de prendre quelqu'un à l'extérieur qui l'a déjà fait. Mais d'un autre côté, j'aime penser que avec cette approche-là, on ira plus loin. Je suis assez d'accord avec toi, mais voilà, au niveau objectivité, je sais pas ce qu'ils disent dans les cours, s'il y a des études sur ces faits-là, mais c'est vrai que donner des perspectives d'évolution au sein de ta boîte, je trouve ça sain. C'est ça, et c'est important, tu vois, parce que on fait grandir l'entreprise. L'entreprise, c'est vrai que c'est beaucoup moi et mon frère qui se sont mis en avant, d'autant plus qu'on a choisi notre nom de famille comme nom d'entreprise, parce qu'on n'avait pas d'originalité et que ça nous semblait très bien de mettre ce nom-là. Mais en fait, c'est toute une équipe qui est derrière, et toute l'entreprise, oui, il y a moi et Julia qui se sommes beaucoup mis en avant, mais en fait, il y a beaucoup d'autres personnes qui font que ça marche, et qui font un gros effort et qui se saignent depuis des années pour faire avancer le bateau. De notre point de vue, c'est important qu'ils soient remerciés. Oui, ça peut créer des frustrations aussi de voir quelqu'un débarquer de nulle part. Exactement. Qui vient finalement prendre le lead. C'est quand même assez dur, ça. Ouais, en effet. Tu me diras si ça. En tout cas, là, ça fonctionne bien. Pour l'instant, ça fonctionne. On verra dans le futur, mais pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Super. Ça fonctionne si bien que après Liège, vous vous êtes implanté à Bruxelles. Ça fait déjà quelques années maintenant, hein, ça. Tout à fait. Combien? Je pense que ça va faire 3-4 ans qu'on est à Bruxelles. 4 ans à mon avis. Et maintenant à Celt. À Celt, tout à fait. Ça fait 1 an et demi qu'on est à Celt. 1 an et demi, le marché flamand. Ça doit être un peu compliqué. Alors c'est un marché totalement différent. Il y a une chose... plusieurs choses. Donc il y a une chose qui est bien dans le marché flamand, c'est que globalement, ils ont plus de budget. Donc l'économie flamande fonctionne sensiblement mieux que la wallonne. Et on se rend compte quand on est là régulièrement... Alors c'est pas nécessairement bien ou mal, c'est juste comme ça. Et donc du coup, les entreprises fonctionnent mieux et ont des meilleures rentabilités et ont plus de moyens pour faire des projets. Donc quand on va leur vendre un projet, ils ont généralement plus de budget pour un projet équivalent en Wallonie. Et ça c'est bien pour nous parce que ça nous permet de faire des plus gros projets ou d'être plus à l'aise sur certains projets. Et donc de pouvoir aller plus loin dans le détail, dans la finition, etc., etc. Donc ça, c'est l'aspect intéressant de la Flandre. Alors, il y a l'autre aspect, l'aspect plus difficile, c'est que la culture est quand même très différente. Par exemple, les délais, en Flandre, quand on annonce un délai, c'est sacro-saint. La date de livraison, c'est la date de livraison. C'est pas 3 jours après, c'est pas 1 mois après. C'est la date de livraison. Et ils sont beaucoup plus rigides par rapport à ça. Mais des fois aussi beaucoup moins flexibles, ce qui est peut-être aussi des fois désavantageux par rapport à leur projet. En Wallonie, les gens sont généralement beaucoup plus flexibles, aussi bien par rapport à la date, mais par rapport à ce qu'on va faire dans le projet. Ils se voient beaucoup plus facilement changer d'avis par rapport à une situation qui change, ils vont peut-être changer d'avis. En Flandre, c'est beaucoup moins le cas. On définit beaucoup plus ce qu'il y a lieu de faire, et c'est comme ça que c'est fait. Et voilà, c'est ainsi. Alors autre chose, c'est que en Flandre, quand on travaille, en tout cas dans notre secteur d'activité, il faut des collègues flamands. C'est obligatoire d'avoir au moins le commercial, le responsable, le gestionnaire de projet qui sont néerlandophones et pas francophones qui parlent néerlandais, mais vraiment néerlandophones, de culture néerlandophone et qui comprennent les enjeux. Et qui a un carnet de contact certainement sur néerlandophone, place. Tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est assez important, beaucoup plus, je pense, que c'est le cas chez nous, quoi. D'accord, ouais. Donc ça, c'est assez important. Et d'ailleurs, à Bruxelles, on n'a pas démarré une entreprise à Bruxelles, donc on a l'entreprise Dose et on a une unité d'établissement à Bruxelles et ça s'arrête là. En Flandre, on a vraiment une SRL flamande, une société flamande avec un siège flamand, avec une adresse flamande. C'est important de le faire, ça, on vous l'a conseillé. Oui, très important, ouais. Okay. Avec des collègues flamands, avec des noms bien flamands, parce que c'est important pour eux. Culturellement, c'est important, parce que ils sont assez protectionnistes de leur marché, ils aiment bien travailler entre eux généralement, ils aiment bien parler néerlandais, ils aiment bien que ce soit fait en néerlandais, même si en anglais c'est quand même souvent ok, mais il n'y a rien à faire, ils aiment bien
travailler avec des entreprises flamandes. Leur culture, finalement. Avec leur culture. Ouais, et c'est pas tout le temps vrai, hein, parce que, en vrai, des fois, enfin, je vais pas dire, c'est un peu une généralité un peu facile. C'est pas vrai pour tout le monde. C'est pas vrai pour toutes les entreprises flamandes, mais c'est quand même beaucoup plus vrai que ce qu'on a en Wallonie, quoi. Le marché français, ça vous a pas plus tenté avant d'aller sur le marché flamand? Alors, si. Le marché français nous tente et je pense qu'on va finir par y aller parce qu'on a déjà quelques clients français. Et pour les Français, je pense qu'on est sur la même problématique que les Flamands. Pour un Français, t'as intérêt à avoir une entreprise en France et d'avoir un bon Français comme responsable, comme commercial, parce que sinon tu vendras juste pas. En tout cas, c'est mon point de vue, où tu vendras difficilement. On a quelques clients français sur des trucs très spécifiques, mais je pense qu'on aurait beaucoup plus facile à être français. Avoir plus 33 devant le numéro, enfin même pas de plus 33 parce qu'ils connaissent même pas les préfixes, parce qu'ils n'utilisent jamais ça eux, mais bon, ça a 06 ou n'importe quoi, et une adresse à Paris, à Lille, à Metz, enfin je sais pas, mais quelque part dans les environs. Je pense que ça c'est indispensable, mais en fait ce qu'on s'est dit, c'est si on va en France, la culture de l'entreprise, avec les employés et tout, va être très francophone, et l'ambition à long terme de l'entreprise, c'est d'être d'une référence, on espère mondiale, mais déjà européenne, ce serait bien, dans notre secteur. Aujourd'hui, on a une référence en Wallonie. On commence à être un petit peu connu en Flandre. À Bruxelles, on est déjà assez connu. Donc, on pourrait bientôt, j'espère, dans les 2-3 prochaines années, être une référence belge, très connue aussi bien en Wallonie qu'en Flandre. Mais bon, après, il y a l'Europe et on aimerait bien être une référence européenne au minimum et mondiale, ce sera encore mieux. Pour devenir une référence européenne, idéalement, faut être en France, certainement, mais il faut sûrement être aussi peut-être en Hollande, peut-être en Angleterre, va savoir. Et si jamais on se démarre en France, on allait avoir une culture très francophone. Et donc la Flandre nous semblait un premier bon choix pour pouvoir inclure d'autres langues dans l'organisation. Oui. Parce que comme ça, du coup, nos collègues francophones, tout ce qui est formation, ils peuvent pas le faire en français. Il faut que ce soit, au moins documenté en anglais, etc., pour que le jour où on a envie d'aller en Hollande, en Allemagne, n'importe où, ce soit plus simple. Quand tout sera fait en français, ça va être compliqué de faire le pas inverse et de dire qu'on te fait maintenant à faire de l'anglais aussi, quoi. Vous visez la France à quelle échéance? Alors ici on aimerait bien un petit peu redonner un coup de boost à notre bureau bruxellois où ça se passe pas trop mal, mais on aimerait vraiment renforcer pas mal le bureau bruxellois ici pour fin de cette année et l'année prochaine. Et je pense que la France, si tout se passe bien, sera un projet soit pour 2026, soit pour 2027. D'accord, très bien. Vous vous développez bien, ça on le constate. Vous avez d'ailleurs reçu un prix de l'étincelle wallonne. C'est quoi ça finalement, ce prix-là? On a été très 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 étonnés de le recevoir. Enfin, en tout cas, on est très contents, mais un jour, on a le cabinet du ministre Delimont qui appelle mon frère sur son numéro de téléphone pour lui dire que on était sélectionné pour le prix et que si on voulait bien, si on était intéressé de l'accepter, qu'on était attendu tel jour pour venir rechercher le prix d'Étincelle de Wallonie pour mettre en valeur des entrepreneurs qui font bouger les choses en Wallonie. Des jeunes entrepreneurs qui font bouger les choses en Wallonie. Et on a été particulièrement fiers qu'on soit sélectionné, qu'on soit choisi pour ce titre-là, parce qu'en fait, c'est cool. Nous, ce qu'on a toujours voulu faire, c'est faire une entreprise qui a une démarche positive et qui fait des projets chouettes, qui ont de la valeur, etc. Et que ce soit reconnu d'un point de vue politique par plusieurs partis wallons, moi c'est particulièrement, j'ai beaucoup de satisfaction là-dedans et c'est une très très grande fierté d'avoir ce prix-là, quoi. Ça peut l'être. Et donc évidemment ça met un coup de focus sur vous et ça vous amènera à d'autres clients certainement. Il y a d'autres choses comme ça où tu as dû être super fier quand le Grand Prix de Spa-Francorchamps t'appelle. Je suppose que ça doit être assez fou, ça. Tout à fait. Quand ils nous ont appelés pour la première fois, j'étais non mais celui-là, il faut qu'on aille ce projet-là coûte que coûte parce que en plus en tant que liégeois, c'est quand même pas très loin. Je veux dire, j'ai été plusieurs fois quand j'étais petit avec mes parents ou avec des amis. J'avais vraiment envie, d'avoir ce projet-là. J'aime bien l'automobile en plus, donc j'avais vraiment envie d'avoir le projet et on l'a eu et ça se passe bien. Et chaque année, on a des nouvelles versions de l'application avec chaque fois des retours des utilisateurs très positifs. Donc c'est plutôt chouette. On a été très fiers aussi quand on a eu Paris d'Aïsam, on est fiers pour plein de choses. On a fait aussi une application médicale pour gérer tout ce qui est troubles du sommeil.
tu dis c'est quand même des trucs chouettes parce que ça, alors c'est peut-être moins, ça parle peut-être moins à monsieur, madame, tout le monde. Mais en fait, tu te dis, c'est une application médicale qui fait que les gens qui ont des troubles du sommeil, vont potentiellement mieux dormir, ne plus avoir ces troubles-là, etc., etc. Et ça, je trouve ça super cool parce que tu dis ça va réellement aider. Ça sert. On fait pour une autre entreprise qui fait tout ce qui est transport d'organes. Donc, un logiciel qui permet d'aider au transport d'organes. Donc, il y a certaines durées à respecter pour pouvoir faire la transplantation, etc., etc. C'est souvent fait par hélicoptère. Et donc, on a tout un logiciel de gestion qu'on a fait pour une entreprise qui s'appelle LAR, Luxembourg Air Rescue, et qui s'occupe de tout ce qui est transport d'organes. Entre autres, ils font beaucoup d'autres choses, parce qu'ils font rapatriement de personnes et tout aussi. Mais là, ils font par exemple ce qui est transport d'organes, mais c'est particulièrement c'est super chouette. Tu dis, mais en fait, ton travail d'informaticien, donc d'écrire des lignes de code, au final, elle amène une petite pierre dans peut-être la vie d'une personne, elle va peut-être sauver indirectement quelqu'un. C'est pareil pour les troubles du sommeil, etc., etc. Moins, évidemment, c'est moins, ça parle moins au grand public, mais ça reste très 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 chouette, quoi. C'est quoi cette appli de troubles du sommeil ? Ça s'appelle Nomics. Nomics, d'accord. Elle est disponible sur l'App Store et autres, je suppose. En fait, c'est acheté via ton médecin. Donc, si tu as des troubles du sommeil, tu vas voir un médecin. Tu demandes, c'est Breezy, le nom du produit. Et c'est une entreprise qui s'appelle Nomics qui fait ça, qui est une medtech ici liégeoise, et qui est une très très belle entreprise. Et donc du coup, ça permet de faire ce genre de choses et c'est chouette, quoi. Ouais, à fond. Vous travaillez encore souvent d'ailleurs avec des Liégeois, notamment Bouli Lanners. Vous avez fait son site. Tout à fait. On a fait son théâtre. Ouais. Donc là, tout le système de réservation avec évidemment des contraintes différentes. Il vient nous voir pour son système de réservation et sa problématique, elle était relativement simple. Enfin simple, non, mais il dit voilà, moi j'ai une carrière quand même fournie où j'ai des rôles à faire, etc., etc. J'ai un petit théâtre de 20 places. J'aimerais bien faire des représentations. Je n'ai pas envie de passer mon temps à répondre à des mails pour dire que oui, c'est confirmé, pas confirmé, d'autant plus que lui, il le fait pour son plaisir, parce que je crois qu'une place au théâtre, c'est 10 ou 15 euros, c'est 3 fois rien. En vrai, quand tu dis que tu as un acteur de cette trempe-là qui fait les marionnettes, c'est quand même pas très très cher pour aller le voir. C'est un tout petit théâtre, et en fait, ce qu'il voulait, c'est de ne pas être sollicité de trop pour les réservations et que ça devienne administrativement trop compliqué. Et donc on lui a fait une plateforme de réservation qui permet de gérer ça tout seul, de gérer le paiement, comme ça le paiement est directement arrivé via Internet, la réservation est faite, les dates sont complétées l'une après l'autre, quand il rouvre des créneaux, il peut envoyer un mail à tout le monde pour dire que voilà, il a rouvert des créneaux, et c'est automatisé, c'est plus ça pour lui. Donc ça peut être des projets de très grande envergure dans la réservation comme pour Spa, plutôt comme pour Paris-Niza, ou alors des plus petits projets mais qui sont très chouettes aussi, comme celui de Bouli Lanners, qui nous a pris beaucoup de plaisir et pour les équipes énormément de plaisir. Tu les aimes encore, ces petits projets-là, malgré exactement, le fait que, exactement. On va avoir l'application web de donation des étoiles de Radio Contact. Pour aider des jeunes, des enfants qui sont malmenés par la vie à faire des choses chouettes comme aller dans un parc d'attractions, recevoir des cadeaux à Noël, etc., etc. Et c'est pas nécessairement des super gros projets, même s'il y a des contraintes quand même importantes parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui vont sur ce genre de plateforme. Mais ça reste des choses très très chouettes à faire. Formidable. Je suppose que l'intelligence artificielle vous est d'une grande aide dans ce milieu-là. Alors effectivement. Mais on doit en parler évidemment. Certainement que ça vous est d'une grande aide. Ça a permis d'automatiser énormément de choses au niveau du codage, du développement de logiciels et autres. Vous le ressentez que ça vous aide bien ? Je pense que l'intelligence artificielle, on est comme en 2009-2010 du mobile, où la technologie n'est plus tout à fait neuve, on commence à comprendre un peu comment ça fonctionne, mais on n'a pas encore vraiment toutes les startups du mobile, et donc de l'intelligence artificielle qui sont là, et les gens, les startups pourront dire, tiens, ça c'est les gagnants de demain. On ne sait pas encore qui est vraiment le gagnant de demain. Ça va se jouer dans les 2, 3, 4 prochaines années, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont déjà très impressionnantes. Genre, dans notre métier, pour le développement, un développeur compétent va pouvoir utiliser l'IA pour se faire seconder et d'avoir certaines choses qui sont automatisées ou créées tout seul. Donc c'est l'intelligence artificielle qui écrit toute seule les lignes de programme. Le développeur doit évidemment contrôler et doit diriger l'intelligence artificielle. Et là, c'est important d'avoir quelqu'un de compétent, parce que quelqu'un de compétent peut après bien rediriger l'intelligence artificielle. Si jamais on n'est pas très bon et on essaie de générer du code, généralement ça fait beaucoup d'erreurs. Mais c'est une grande aide pour nous, mais c'est une aide aussi
pour plein de choses. Dans la plupart des logiciels, alors aujourd'hui, quand on crée une application mobile ou une application web, dans la majorité, on ne va pas avoir d'intelligence artificielle. Donc soit on vend un projet d'intelligence artificielle où globalement ça va être majoritairement de l'intelligence artificielle, soit on vend une application mobile, soit on vend une application web où on vend un logiciel de gestion. Mais c'est toujours très spécifique autour de ça. Mais demain, je pense que dans les logiciels de gestion, dans les applications mobiles, dans les applications web, et c'est déjà le cas et c'est de plus en plus le cas, dans tout il y aura de l'IA. Ouais. Sans exception. C'est un gros défi, ça, au sein de ton secteur, d'implémenter ça et de faire comprendre aux équipes comment bien les utiliser sans trop exagérer pour ne pas multiplier des erreurs qui pourraient être faites par l'IA, quoi. Il faut garder une certaine qualité. Tout à fait. Et ça demande un petit peu quand même d'expérience dans les projets IA pour savoir quelles sont les limites de la technologie et comment on peut au mieux l'intégrer et là où on va avoir des résultats et là où en fait ça sert à rien, quoi. Ouais, c'est un gros défi de ces prochaines années, ça? Tu le considères comme un gros défi? Je pense pas que c'est vraiment un défi pour nous parce que je pense que ça va aller tout seul. Challenge, quoi. Oui, voilà, ça va s'intégrer dans l'entreprise et on fait déjà beaucoup d'IA depuis qu'on existe, même si c'était pas la même forme, hein, parce que l'IA actuelle populaire que tout le monde connaît, c'est l'IA générative. Elle date d'avant, mais globalement elle a été popularisée il y a 2 ans avec ChatGPT. Mais avant ça fait depuis les années 50 qu'on fait l'IA de manière générale. Pas nous, mais que l'IA existe. Ouais. C'est juste qu'avant l'IA c'était vraiment des problématiques de niche très spécifiques qui parlaient pas du tout au grand public. Et avec l'intelligence artificielle générative, c'est devenu beaucoup plus grand public. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus démocratique aussi pour les entreprises. Avant, un projet IA, ça coûtait très cher. Aujourd'hui, un projet IA, en fait, c'est tout à fait raisonnable comme prix. Évidemment, ça coûte un peu d'argent, mais pour l'intégrer dans son entreprise, c'est pas si cher que ça. Et c'est là que ça va se jouer, c'est que c'est beaucoup plus versatile et que c'est quand même beaucoup plus abordable. Qu'est-ce que tu dirais d'abord aux entrepreneurs tech qui décident de se lancer là ou qui hésitent à se lancer? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? De pas trop réfléchir. Faut pas trop réfléchir, faut se lancer. Il faut faire. Il faut pas trop planifier. Si jamais quelqu'un a une idée de projet, il faut un minimum réfléchir. Il faut quand même se dire est-ce que ça tient un petit peu la route mon projet. Mais il faut surtout faire. Et par faire, j'entends aller voir les clients, essayer de voir ou les prospects ou les utilisateurs, peu importe, leur montrer ce qu'on a fait, essayer de déjà les convaincre, même si on n'a pas grand-chose. Il faut pas attendre d'avoir la solution parfaite, le truc parfait, parce que de toute façon, c'est utopique et ça n'existe pas. Il faut faire. Et c'est le plus vite, parce qu'en fait, on va tomber. Enfin, l'entrepreneur qui démarre et qui, du premier coup, réussit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On fait des erreurs, on se trompe, et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on devient une meilleure version de soi-même et que l'entreprise devient une meilleure version de soi-même et qu'on arrive à proposer des solutions de meilleur en meilleur. Donc je pense qu'il faut juste faire et pas trop se poser de questions. On a parlé des contrats, on a parlé notamment des commandes que vous passiez finalement à l'oral et qui n'allaient pas du tout, des engagements qui se sont faits assez à la va-vite au départ, etc. Il y a d'autres choses que tu aurais fait un peu différemment si c'était à refaire? En fait, j'aurais rien refait différemment. Maintenant, si je recommençais aujourd'hui avec toutes les connaissances que j'ai, oui, mais je pense qu'en fait, ça a été un apprentissage. Et on a fait des choses, peut-être de manière naïve, et des fois, on s'est planté, des fois non. Des fois, on a eu des conseils, donc on a pu ne pas se planter, mais en fait, ça fait partie de la vie de faire des erreurs. Alors évidemment, il faut essayer de se faire accompagner, donc comme par le Venture Lab ou un autre incubateur, peu importe, ou un coach ou n'importe quoi. Il y a le réseau Entreprendre, je crois, qui fait plus ou moins la même chose, de mettre un coach pour des jeunes entrepreneurs. Il faut se faire accompagner, il faut se faire challenger en fait. Faut pas se mettre dans sa tour d'ivoire et puis dire non mais moi je sais, donc voilà. C'est pas vrai, je sais pas, et encore aujourd'hui il y a plein de choses qu'on sait pas. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, et demain et on voit des problèmes qu'on a aujourd'hui parce qu'on est 50, quand on était une vingtaine, c'est des problèmes qu'on n'aurait jamais eu, et probablement que si un jour on est 100 ou sur 50, qui sait, on aura d'autres problèmes à un autre niveau d'entreprise de 100, 150 personnes parce qu'elles ont d'autres problèmes, parce que c'est des plus grosses entreprises. Je vois bien aujourd'hui, quand Teva, je connaissais très très bien mes 20 collègues. Aujourd'hui, on est 50. Je connais toujours tous mes collègues. Je parle toujours avec tous. Mais je les connais moins bien. C'est normal. J'imagine que quand on est sur 50, c'est différent. Et peut-être qu'à un moment donné, on termine avec une entreprise où on ne connaît pas des membres de l'équipe. Est-ce que pour autant, ça doit mal se passer? Non, il faut sûrement mettre des choses en place pour faire en sorte que ça aille, mais c'est certainement d'autres problèmes à résoudre. Et je pense que ça a un long apprentissage. Et c'est sûr que je devrais démarrer aujourd'hui quelque chose, je le ferais totalement différemment de ce que j'ai fait à la base. Mais je pense qu'en fait, la beauté est dans le voyage.
et et c'est dur, c'est des fois ingrat, c'est dur. Et il faut certainement pas choisir l'entrepreneuriat pour gagner de l'argent. Enfin, évidemment, si ça se passe bien et tout, la rémunération suit, mais c'est pas l'intérêt premier. Si jamais vous démarrez votre entreprise pour gagner de l'argent, ben vous démarrez l'entreprise pour les mauvaises raisons. C'est pas ça. Il faut faire quelque chose qu'on aime faire et il faut vouloir créer quelque chose, peut-être qui nous dépasse. Et avec ça, bah, via tout le reste. Mais il faut un motivateur quand même très fort parce que le jour où vous avez problème sur problème, et ça arrivait dans la vie de deux, alors aujourd'hui ça se passe plutôt bien, mais ça arrivait à des moments dans la vie de deux où on s'est dit avec mon frère, mais merde quoi. Par exemple le Covid. Le Covid, on avait des contrats, etc. Le planning était très 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 complet. Le 13 mars, donc nous on est plutôt sur des biens d'investissement, donc des nouveaux projets pour les entreprises. On n'est pas sur des récurrents. On va pas aller, je sais pas moi. Nettoyer des bureaux ou quoi que ce soit, enfin, et faire quelque chose que l'entreprise a besoin nécessairement tout le temps. On a des projets d'investissement, donc une entreprise qui a un projet va venir nous voir. Le 13 mars, Covid, confinement, le 17 mars, on a client après client qui nous appelle pour nous dire bah tu sais ce projet-là, c'est en fait tout compte fait, on devait le démarrer là maintenant, mais on le mettrait plutôt dans le frigo là pendant 6 mois et puis on va le démarrer. Ah ouais, okay. Du jour au lendemain, on est arrivé dans un planning où on avait 3, 4, 5 mois complet dans le planning. Du jour au lendemain, on est passé de 5 mois complets, situation très confortable, à 2 semaines. Donc à 2 semaines, et puis dans 2 semaines, on n'a plus de travail. Ah oui, ok. Genre, c'est arrivé du jour au lendemain. Enfin, en une semaine, tout le monde nous a appelé dire ouais, c'est pas le moment là, le projet, ok, c'est bien, mais bon, on le fera, on va attendre un peu. Hein. Alors que c'était certainement le moment de lancer des applications de vente, etc. Certainement. Quoi. Après, ça a repris 3-4 mois. Après, ça a repris. Mais pendant 3 ou 4 mois, alors on voulait pas mettre le personnel en chômage économique, enfin, ou en tout cas, on voulait essayer d'éviter au maximum. Donc, on a fait tout ce qu'on pouvait. On a retéléphoné à d'anciens clients, d'autres clients où peut-être on leur disait ben non, on saurait pas parce qu'en fait, on a un planning sur 5 mois. Donc tu veux qu'on travaille plus pour toi, mais désolé, mais en fait, oui, mais dans 5 mois on peut, mais là maintenant on saurait pas, le planning est plein. Ben on les a rappelés, on dit bah si tu veux, on peut te faire le projet, on va te faire peut-être un prix plus intéressant, etc. Juste pour faire en sorte que les gens travaillent, quoi. Ouais, c'est et on a eu pas besoin, on n'a pas du tout eu besoin de chômage économique pendant tout le Covid, ce qui est très rare parce que on connaît beaucoup d'entreprises qui ont dû avoir besoin de chômage économique. Mais ça a été un point quand même très difficile à gérer en tant qu'entrepreneur parce que bah tu dis bah merde, tu vois l'argent qu'il y a sur le compte, tu sais combien ça te paie, tes salaires te coûtent et tu dis bah ouais ça peut durer mais pas trop longtemps hein, parce que sinon tout ce que j'ai créé les 4-5 dernières années, ou les 4 dernières années c'est poubelle. Donc ça c'est des moments qui sont très difficiles et si t'es pas un minimum passionné par ce que tu fais, bah tu passes pas un moment comme ça quoi. Tu le passes pas et tu arrêtes parce que t'en as juste tes 100 kilos quoi. C'est ça. Il y en a beaucoup qui ont arrêté. Il y en a beaucoup qui vont vendre ou qui vont arrêter et tout. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui vendent. Certains parce qu'ils sont pensionnés ou parce que ils vont se pensionner ou parce qu'ils ont envie de changer de vie ou quoi que ce soit. Et c'est très bien. Mais il y en a aussi qui vendent parce qu'en fait ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus de la pression, de la déception permanente. Et en fait c'est trop de pression. Et puis à un moment donné ils vendent. Parce qu'en fait, ils savent plus. Mais je pense que c'est pas la majorité. Je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui adorent leur métier, comme nous. Et je pense qu'il faut faire quelque chose qu'on aime. Sinon, en fait, les moments difficiles, on les passe pas. Ouais, c'est ça. Merci Maxime. Avec plaisir. C'était un plaisir de te recevoir sur ce plateau. On se stoppe là. Il y avait plein de choses encore à dire, certainement, mais j'ai l'impression que voilà, on a été plus ou moins exhaustif. Bon, je pense qu'on a quand même déjà parlé pas mal de choses. Hein. Je pense. On pourra encore parler, mais en vrai, ça fait déjà, à mon avis, quelques capsules. Ouais, exact. Merci beaucoup, Maxime. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir suivi Snack. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche, 16h. Ciao.